La porte d'entrée la plus courante des agents pathogènes de la diphtérie est la membrane muqueuse de l'oropharynx. Les corynobactéries toxigènes sont fixées sur les cellules tissulaires, se multipliant et produisant de l'oxytoxine au cours de la vie, ce qui a des effets locaux et généraux. La toxine diphtérique est synthétisée par une cellule bactérienne sous la forme d'une seule chaîne polypeptidique, prototoxine, et n'a pas d'activité in vitro. Dans le corps, sous l'influence des protéases de l'hôte, la protoxine est activée. Deux fragments se forment dans sa molécule, l'activateur A et le récepteur B. Le fragment A lui-même a un effet pathogène, mais le fragment A ne peut pénétrer dans les cellules humaines qu'à l'aide du fragment B. Le fragment B reconnaît le récepteur, le protéine normale, à la surface de la cellule hôte pour lier le facteur de croissance humaine. Le fragment B se lie au récepteur et passe dans la cellule par endocytose, délivrant le fragment A. La toxine diphtérique pénètre lentement dans la membrane, formant un endosome à l'intérieur de la cellule, alors que dans le cytoplasme cellulaire, l'environnement à l'intérieur de l'endosome devient plus acide. En conséquence, la liaison disulfure entre les fragments A et B s'affaiblit et la toxine est déconnectée en sous-unités. Le fragment A, traversant la membrane de l'endosome, pénètre dans le cytoplasme et est envoyé vers le ribosome, où il interfère avec la synthèse des protéines cellulaires. Le fragment A un ADP ribose qui se lie au facteur d'élongation, c'est-à-dire à l'allongement, EF2. Cette importante protéine ribosomale est responsable de la liaison des acides aminés lors de la synthèse d'une nouvelle protéine. Ce processus est appelé EF2-ADP ribosylation et conduit à une désactivation complète de EF2. En conséquence, la synthèse de nouvelles protéines s'arrête et la cellule se mord. L'exotoxine diphtérique se compose de plusieurs fractions, chacune ayant un effet biologique indépendant. L'un d'eux, la nécrotoxine. Il provoque une nécrose de l'épithélium au niveau du site de l'infection, accompagnée de la libération de thrombokinases des cellules épithéliales. La seconde est la hyaluronidase, détruit les capillaires d'acide hyaluronique et augmente leur perméabilité. Cela conduit à l'écoulement des vaisseaux sanguins de la partie liquide du sang, à l'imprégnation du tissu affecté avec du plasma contenant, ainsi que d'autres composants du fibrinogène. La thrombokinase favorise la conversion du fibrinogène en fibrine et la formation d'une couche de fibrine à la surface des tissus affectés. Les couches peuvent avoir une couleur grisâtre ou noire lorsqu'ils sont trempés à l'hémorragie. Le processus va un peu plus loin, dépassant les amygdales, s'étendant à la langue où palais mou et dur, puis à l'oropharynx. Les amygdales palatines, contrairement à d'autres organes, sont recouvertes d'épithélium stratifié. En conséquence, la couche de fibrine formée pendant la diphtérie pénètre profondément dans la couverture épithéliale et soudée étroitement au tissu. Lorsque vous essayez de l'enlever, une surface érosive saignante se forme et le lendemain, une couche de fibrine se forme à nouveau au même endroit. Il s'agit d'une inflammation de la diphtérie. Dans le cas où le larynx, la trachée, les bronches sont impliqués dans le processus pathologique, une inflammation peut se produire. Sa particularité est que le processus pathologique nécrose de l'épithélium et l'imprégnation des masses nécrotiques avec la fibrine ne se développe pas sur la multicouche, mais sur un épithélium monocouche, vaguement lié à la couche sous-muqueuse. Par conséquent, les masses nécrotiques sont facilement séparées,
ce qui peut entraîner une mort subite du patient d'asphyxie lors de rejet des couches et du réflexe de bronchospasme.